aujourd'hui dans cette île, s'est produit un miracle. L'été a été précoce. J'ai disposé mon lit près de la piscine et je me suis baigné jusque très tard. Impossible de dormir. 2 à 3 minutes à l'air suffisaient à convertir en sueur l'eau qui devait me protéger de l'effroyable touffeur. À l'aube, un phonographe m'a réveillé. Je n'ai pas eu le temps de retourner chercher mes affaires au musée. J'ai fui par les ravins. Je suis, dans les basses terres du sud, parmi les plantes aquatiques, exaspéré par les moustiques avec la mer ou des ruisseaux boueux jusqu'à la ceinture, me rendant compte que j'ai précipité absurdement ma fuite. Je crois que ces gens ne sont pas venus me chercher. Il se peut même qu'ils ne m'aient pas vu. Mais je subis mon destin. Démuni de tout, je me trouve confiné dans l'endroit le plus étroit, le moins habitable de l'île, dans des marécages que la mer recouvre une fois par semaine. J'écris ces lignes pour laisser un témoignage de l'hostile miracle. Si d'ici quelques jours je ne meurs pas noyé ou luttant pour ma liberté, j'espère écrire la défense devant les survivants et un éloge de Malthus. J'attaquerai dans ces pages les ennemis des forêts et des déserts. Je démontrerai que le monde, avec le perfectionnement de l'appareil policier, des fiches, du journalisme, de la radiotéléphonie, des douanes, rend irréparable toute erreur de la justice, qu'il est un enfer sans issue pour les persécutés. Jusqu'à présent, je n'ai rien pu écrire, sinon cette feuille qu'hier encore je ne prévoyais pas. Que d'occupation dans une île déserte, que la dureté du bois est implacable, combien plus vaste l'espace que le vol de l'oiseau. Un Italien qui vendait des tapis à Calcutta m'a donné l'idée de venir ici. Il m'a dit, dans sa langue, « Pour un persécuté comme vous, il n'y a qu'un endroit au monde, mais l'on n'y vit pas. » C'est une île. Des Blancs y ont construit, vers 1924, un musée, une chapelle, une piscine. Les bâtiments sont terminés, abandonnés. Je l'interrompis, sollicitant son aide pour le voyage, mais le marchand reprit « Ni les pirates chinois, ni le navire peint en blanc de l'Institut Rockefeller ne la touchent. Elle est le foyer d'une maladie, encore mystérieuse, qui tue de la surface vers le dedans. Les ongles et les cheveux tombent, la peau et la cornée meurent, puis le corps au bout de 8 à 15 jours. Les membres de l'équipage d'un vapeur qui avait mouillé devant l'île étaient écorchés, chauves, sans ongles, tous morts. Quand le croiseur japonais Namura les trouva, le vapeur fut coulé à coups de canon. Pourtant, si horrible était ma vie que je me résolus à partir. L'Italien voulut me dissuader, j'obtins qu'il m'aide. La nuit dernière, pour la 100e fois, je me suis endormi dans cette île déserte. Considérant les bâtiments, je songeais à ce qu'il en avait coûté d'amener cette pierre de taille et combien il eût été plus facile de construire un four à briques. Je ne trouvais le sommeil que fort tard, et la musique et les cris m'ont réveillé à l'aube. La vie de fugitif m'a rendu le sommeil léger. Je suis sûr de n'avoir entendu arriver aucun bateau, aucun avion, aucun dirigeable. Et pourtant, en un instant, dans cette lourde nuit d'été, les flancs broussailleux de la colline se sont couverts de gens qui dansent, se promènent et se baignent dans la piscine, comme des estivants installés depuis longtemps à Los Teques ou à Marienbad. Des marécages aux eaux mêlées,
j'aperçois la partie haute de la colline, les estivants qui habitent le musée. Leur apparition inexplicable me laisserait supposer qu'ils sont l'effet de la chaleur de la nuit dernière sur mon cerveau, mais il ne s'agit pas ici d'hallucinations ni d'images. J'ai affaire à des êtres réels, pour le moins aussi réels que moi. Ils sont habillés de vêtements semblables à ceux qui se portaient il y a quelques années. Grâce qui révèle, me semble-t-il, une frivolité consommée. Cependant, je dois reconnaître qu'aujourd'hui, il est fort commun de s'émerveiller de la magie du passé le plus proche. Pourquoi, alors que je risque la mort, ne puis-je me retenir de les regarder sans cesse ? Ils dansent dans les broussailles, riches en vipères de la colline. Ce sont des ennemis inconscients qui, juste pour écouter Valencia ou T42, un phonographe très puissant les a imposés au bruit du vent et des vagues, me privent de tout ce qui m'a coûté tant de travail et m'est indispensable pour ne pas mourir et m'acculent à la mer dans les marécages délétères. Ce jeu de les regarder est dangereux. Comme tout groupement d'hommes civilisés, ils doivent masquer une filière d'empreintes digitales et de consuls, qui me conduira, s'ils me découvrent, après quelques cérémonies et formalités judiciaires au cachot. J'exagère. Je contemple avec une certaine fascination ces abominables intrus. Il y a longtemps que je n'ai vu âme qui vive, mais il me serait impossible de les surveiller sans cesse. D'abord, j'ai beaucoup de travail. L'endroit est capable de tuer l'insulaire le plus habile, et je viens d'arriver et je suis sans outils. Ensuite, il y a le danger qu'ils me surprennent en train de les observer, ou au premier tour qu'ils feront par ici. Pour éviter cela, je dois me ménager des cachettes dans les buissons. Enfin, il y a une difficulté matérielle à les distinguer. Ils se trouvent en haut de la colline, et pour qui les épie d'ici, ils ont l'air de géants fugaces. Je les vois mieux quand ils s'approchent dans les ravins. Ma situation est déplorable. Je suis obligé de vivre sur ces basses terres alors que les marées sont plus fortes que jamais. Il y a quelques jours est venue la plus haute que j'ai vue depuis que je suis dans l'île. À la brume, je m'en vais chercher des branchages que je recouvre de feuilles. Il n'est pas rare que je me réveille dans l'eau. La marée matin, vers les 7 heures du matin, parfois elle est en avance, mais une fois par semaine, il y a des montées qui pourraient m'être fatales. Des encoches dans le tronc des arbres me servent à compter les jours. Une erreur m'emplirait d'eau les poumons. Je sens avec déplaisir que ce journal se transforme en testament. S'il doit en être ainsi, il me faut faire en sorte que mes affirmations puissent être contrôlées. De cette façon, personne, pour m'avoir jugé ici suspect de fausseté, n'aura lieu de croire que je mens quand je dis que l'on m'a condamné injustement. Je placerai ce rapport sous la devise de Léonard, Ostinato rigore, et m'efforcerai de la suivre. Je crois que le nom de cette île est Villings, et qu'elle appartient à l'archipel des Hélices. On pourra obtenir plus de précisions du commerçant en tapis Dalmasio Ombrellieri du 21 rue. Note des éditeurs. Le nom de l'île, Hélice, semble douteux. Dans ce journal, il parle d'une colline et d'arbres d'essences diverses. Pourtant, les îles, ou plutôt les lagunes Hélice que l'on peut voir sur une carte, sont complètement plates et n'ont pas d'autres arbres que des cocotiers enracinés dans le corail de l'atoll. On pourra obtenir plus de précisions du commerçant en tapis Dalmasio Ombrellieri au 21 rue d'Hyderabad, faubourg de Rakrishnapur à Calcutta. Cet Italien,
me nourrit les quelques jours que je passais enroulé dans des tapis persans, puis il me chargea dans la cale d'un bateau. Je ne le compromets pas en le citant dans ce journal. Je ne me montre pas ingrat envers lui. La défense devant les survivants, mon rapport, ne laissera pas de doute. La mémoire des hommes, où se trouve peut-être le ciel, retiendra qu'Ombrelieri aura été charitable envers son prochain, injustement persécuté. Et, aussi longtemps que persistera son souvenir, on le jugera avec bienveillance. Je débarquai à Rabaul. Muni de la carte du commerçant, je rendis visite à un membre de la société la plus connue de Sicile. À l'éclat métallique de la lune, à la fumée des fabriques de conserve de crustacés, je reçus les dernières instructions, ainsi qu'un canot dérobé. Je ramais avec désespoir. J'arrivais ici muni d'une boussole dont je ne savais pas me servir, sans direction, sans chapeau, malade et visité d'hallucinations. Le canot s'échoua sur les sables de l'Est. Sans doute, les récifs de corail qui entourent l'île étaient-ils submergés. Je demeurai dans le canot plus d'une journée, perdu dans des épisodes d'une horreur telle que j'en oubliais que j'avais atteint le but. La végétation de l'île est abondante. Des plantes, des pâturages, des fleurs de printemps, des thés d'automne d'hiver se succèdent à la hâte, avec plus de hâte à naître qu'à mourir. Les unes envahissant le temps et la terre des autres, s'accumulant irrépressiblement. En revanche, les arbres sont malades. Ils ont les cimes sèches, les troncs exagérément épais. J'y vois deux explications. Ou bien les herbes sont en train d'épuiser le sol, ou bien les racines des arbres ont atteint la pierre. Le fait que les arbres nouveaux sont bienvenus paraît confirmer la seconde hypothèse. Les arbres de la colline ont tellement durci qu'il est impossible de les travailler. On ne peut davantage tirer quoi que ce soit de ceux d'en bas. La pression des doigts les défait et il reste dans la main une sciure poisseuse, une bouillie d'éclats. Dans la partie haute de l'île, creusée de 4 ravins herbeux, les ravins de l'ouest sont plus rocheux, se trouvent le musée, la chapelle, la piscine. Les 3 constructions sont modernes, anguleuses, unies d'une pierre brute. La pierre, comme si souvent, a l'air d'une mauvaise imitation et ne s'harmonise pas très bien avec le style. La chapelle est une sorte de caisse oblongue aplatie, ce qui la fait paraître très large. La piscine est bien construite, mais comme elle ne dépasse pas le niveau du sol, elle s'emplit inévitablement de vipères, de crapauds gros et petits et d'insectes aquatiques. Le musée est un vaste édifice, à 3 étages, sans toiture apparente, avec une galerie en façade et une autre, plus petite par derrière, flanquée d'une tour cylindrique. Je le trouvais ouvert. Par la suite, je m'y installai. Je l'appelle musée parce que c'est le terme dont se servit le marchand italien. Quelle raison avait-il ? Sait-on s'il les connaissait lui-même ? Cela pourrait faire un magnifique hôtel pour une 50aine de personnes ou un sanatorium. Il y a là un hall, aux bibliothèques inépuisables et incomplètes. On n'y trouve que des romans, de la poésie, du théâtre. Si je fais exception d'un petit livre, Bélidor, Travaux, le Moulin Perse, Paris 1737. Il était sur une console de marbre vert et il gonfle à présent une poche de ses pantalons en loques que je porte sur moi. Je l'ai pris, intrigué par le nom de Bélidor, et aussi parce que je me suis demandé si le chapitre Moulin Perse ne contenait pas une explication de ce moulin qui se voit dans les basses-terres. J'ai parcouru les rayons de la bibliothèque en quête d'une documentation pour certaines recherches que mon procès avait interrompues et que je souhaitais poursuivre dans la solitude de l'île. Je crois que nous perdons l'immortalité parce que la résistance à la mort n'a pas évolué. Nous insistons sur l'idée première rudimentaire qui est de retenir vivant le corps tout entier. Il suffirait de chercher à conserver seulement ce qui intéresse la conscience. Dans le hall, les murs sont de marbre rose, avec quelques listels verts qui imitent des pilastres. Les fenêtres, avec leurs vitres bleues, atteindraient à l'étage supérieur de ma maison natale.
4 coupes d'albâtre, où pourraient se cacher 4 demi-douzaines d'hommes, diffusent de la lumière électrique. Les livres égayent un peu cette décoration. Une porte donne sur la galerie, une autre sur le salon circulaire, une autre minuscule, cachée derrière un paravent, sur l'escalier en colimaçon. L'escalier principal en stuc, couvert d'un tapis, part de la galerie. Il y a des chaises de paille et les murs sont couverts de livres. La salle à manger a environ 16 mètres sur 12. Contre chaque mur, au sommet de triples colonnes d'acajou, on voit des plateformes qui sont comme des loges pour 4 divinités assises, une dans chaque loge, semi-indienne, semi-égyptienne, de couleur ocre, en terre cuite. 3 fois plus grandes que nature, elles sont entourées des feuilles obscures et jaillissantes de plantes en plâtre. Au-dessous de ces plateformes, il y a de grands panneaux avec des dessins de Fujita qui détonnent par leur modestie. Le sol du salon rond est un aquarium. Dans l'eau, d'invisibles caisses de verre contiennent des ampoules électriques, seul éclairage de cette pièce sans fenêtre. Je me rappelle de cet endroit avec dégoût. À mon arrivée, j'ai trouvé des centaines de poissons morts et les retirer fut une opération horripilante. J'ai laissé couler de l'eau durant des jours et des jours, mais je suis toujours saisi en y entrant par l'odeur de poissons pourris, qui évoque les plages de la patrie grouillantes d'une multitude de poissons, morts et vivants, sautant hors de l'eau et infectant d'immenses zones d'air, tandis que les riverains accablés les enterrent. Dans cette pièce, avec le sol illuminé et les colonnes de lac noir qui l'entourent, on s'imagine cheminant sur un étang au milieu d'un bois. Elle communique avec le hall avec un petit salon vert, meublé d'un piano, d'un phonographe et d'un paravent de miroir, à 20 feuilles ou plus. Les pièces d'habitation sont modernes, somptueuses, désagréables. Il y a 15 appartements. Dans le mien, je me suis livré à un travail dévastateur, qui n'a donné qu'un maigre résultat. Je me suis débarrassé des tableaux, des Picasso, des cristaux fumés, des reliures aux précieuses signatures, et il m'a fallu vivre dans une ruine incommode. J'ai fait mes découvertes dans les souterrains en 2 occasions analogues. La première fois, les provisions de la réserve avaient commencé à diminuer, je cherchais des vivres, et je découvris l'usine. En parcourant le souterrain, je remarquai que nulle part n'apparaissait ce soupirail que j'avais vu du dehors, avec ses vitres épaisses et son treillage à demi caché sous les branches d'un conifère. Comme si quelqu'un m'avait soutenu dans une discussion que ce soupirail était irréel vu dans un rêve, je suis ressorti pour vérifier s'il y était encore. Et je le vis de nouveau. Je redescendis dans le souterrain et j'eus le plus grand mal à m'orienter et à déterminer de l'intérieur l'emplacement qui correspondait au soupirail. Il était de l'autre côté du mur. Je cherchais des fissures, des portes secrètes. La paroi présentait une surface toute unie et très dure. Je pensais que dans une île, un endroit emmuré pouvait bien receler un trésor. Cependant, je décidai de faire une brèche et d'entrer, parce qu'il me parut plus vraisemblable qu'il y aurait là, sinon des mitrailleuses et des munitions, un dépôt de vivres. M'aidant d'une barre de fer, qui servait à barricader les portes, et dans un état croissant de lassitude, je perçai une ouverture. Une clarté céleste apparut. Je travaillais d'arrache-pied, et dans le même après-midi, j'étais à l'intérieur. Mon premier sentiment ne fut pas le regret de ne point y trouver de vivres, ni de soulagement de reconnaître une pompe à eau et une génératrice de lumière, mais bien plutôt un ravissement et une admiration sans bornes. Les murs, le plafond, le sol étaient en porcelaine azurée, et tout, jusqu'à l'air même,
dans cette pièce sans autres ouvertures au jour que le soupirail haut placé et caché entre les branches d'un arbre, avait cette diaphanéité céleste et profonde que l'on trouve dans l'écume des cataractes. Bien que je n'entende pas grand-chose au moteur, je ne fus pas long à les remettre en marche. Quand l'eau de pluie vient à me manquer, je fais marcher la pompe. Tout cela m'a surpris, tant en ce qui me concerne qu'en ce qui concerne la simplicité et le bon état des machines. Je n'ignore pas qu'en cas de panne, je devrais compter seulement sur ma résignation. Je suis si inexpert que je n'ai pu encore découvrir la destination d'un certain nombre de moteurs verts qui se trouvent dans la même pièce, ni de ce cylindre à ailettes qui est dans les basses-terres du Sud, relié au souterrain par un tube de fer. S'il n'était si éloigné de la côte, je lui attribuerais une certaine relation avec les marais. Je pourrais imaginer qu'il sert à recharger les accumulateurs que doit avoir l'usine. À cause de mon incompétence, je me montre très économe. Je ne mets les moteurs en marche que quand c'est indispensable. Cependant, en une occasion, les lumières du musée ont brûlé toute la nuit. C'est lorsque, pour la seconde fois, j'ai fait des découvertes dans les souterrains. J'étais souffrant, j'espérais trouver quelque part dans le musée une armoire à médicaments. En haut, il n'y avait rien. Je descendis dans les souterrains et cette nuit-là, je laissai de côté la maladie. J'oubliais que les horreurs que j'étais en train de vivre ne se rencontrent que dans les rêves. Je découvris une porte secrète, un escalier, un second souterrain. Je pénétrai dans une chambre polyédrique, pareille à ces abris anti-aériens que j'ai vus au cinéma, aux murs recouverts de plaques de deux sortes. Les unes d'un matériau semblable au liège, les autres de marbre, symétriquement disposées. Je fis un pas. Par des arcades de pierre dans 8 directions, je vis se répéter comme dans des miroirs 8 fois la même chambre. Puis j'entendis des pas nombreux, terriblement nets tout autour de moi, au-dessus, au-dessous, qui parcouraient le musée. J'avançai un peu plus, les bruits s'éteignirent, comme dans un paysage de neige, comme dans les hauteurs glacées du Venezuela. Je montai l'escalier, c'était le silence. Le bruit solitaire de la mer, une immobilité traversée de fuites de 1000 pattes. J'eus peur d'une invasion de fantômes, une invasion de policiers étant moins vraisemblable. Je passai des heures, ou peut-être des minutes derrière les rideaux, affolé à l'idée de la cachette que j'avais choisie. On pouvait me voir du dehors. Pour échapper à quelqu'un qui me menacerait de l'intérieur, il me faudrait ouvrir la fenêtre. Puis, je me risquai à visiter soigneusement la maison. Mais mon inquiétude persistait. N'avais-je pas entendu tout autour de moi ces pas clairs qui se déplaçaient à différentes hauteurs ? À l'aube, je descendis de nouveau dans le souterrain. Les mêmes pas m'entourèrent, proches et lointains, mais cette fois, j'en compris l'origine. Mal à mon aise, je continuai à parcourir le second souterrain, escorté d'une manière intermittente par la volée empressée d'échos, multiplement seul. J'ai vu 9 chambres pareilles. 5 autres sont dans un souterrain inférieur. On dirait des abris anti-aériens. Quels sont ces gens qui, vers 1924, ont construit cet édifice? Pourquoi l'ont-ils abandonné? Il est étonnant que les constructeurs d'une maison si bien bâtie aient respecté le préjugé moderne contre les moulures, au point d'avoir fait cet abri qui met à l'épreuve l'équilibre mental.
les échos d'un soupir font entendre des soupirs proches et lointains durant 2 ou 3 minutes. Où il n'y a pas d'écho, le silence est aussi horrible que le poids qui, dans les rêves, vous empêche de fuir.